faire le samedi dernier que la conférence précédente, même si à la limite on sera toujours sur un sport de conquête, puisque l'idée c'est que les nouvelles recommandations HAS, l'idée c'est de conquérir pour une meilleure organisation des soins et une meilleure prise en soins. C'est pas très funky comme sujet, mais vous allez voir qu'il y a quand même des éléments assez intéressants sur l'organisation et sur la construction. Alors merci aux organisateurs, merci de m'avoir mis entre Anne-Lise et Béatrice, c'est toujours un défi du coup. Et allons-y. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette recommandation. Donc la voici, elle est sortie en 2022, en juin 2022, et comme il le précise, elle n'est pas la recommandation de chirurgie bariatrique qui aura lieu cette année, qui n'est pas encore sortie, dont la question principale, ça sera ce que nous on appelle la chirurgie métabolique, c'est-à-dire grosso modo la chirurgie entre 30 et 35 d'IMC. Mais donc ce n'est pas cette recommandation-là. Ça c'est pour votre salon de la nutrition l'année prochaine. Le deuxième point, c'est qu'elle s'inscrit dans une logique. Je montre l'enquête objective tout simplement à Montpellier que le premier auteur de l'article c'est Fondon et le head al, il s'appelle David Noka en fait en dernier auteur. Le dernier auteur c'est souvent celui qui coordonne. Et David Noka, c'est un peu la star du coin, puisque c'est le chirurgien digestif qui a monté une technique à part et qui fait partie des grands chirurgiens digestifs de l'obésité en France, voire du monde. Donc il coordonne cette étude sur l'obésité en France. C'est une étude sur Odexa, donc c'est pas une étude scientifique dans le sens où on recueille les gens, etc. C'est une enquête, un petit peu comme un sondage, mais avec une démarche scientifique assez intéressante derrière, et surtout qu'elle a l'avantage d'être suivie dans le temps. Et donc on a cette prévalence de l'obésité et du surpoids en France, 47,3%, et puis l'obésité 17%, mais c'est peut-être des chiffres que vous aviez déjà en tête. L'autre point, c'est que finalement, l'obésité, elle continue à progresser dans le temps. On avait eu l'impression qu'il y avait une petite pause entre les 2009 et 2012, mais en fait, finalement, quand on revient à 2020, on se retrouve toujours dans la panade, donc on est toujours dans cette situation. Autre élément, et ça nous intéresse toujours, il y a toujours cette petite différence entre les hommes et les femmes, qui fait que les hommes ont un petit peu plus de surpoids ou obésité que les femmes, mais les hommes ont surtout plus de surpoids que les femmes. Voilà, donc ça c'est la petite subtilité qui est un petit peu classique, qui est retrouvée un peu partout sur la différence entre les deux sexes. L'autre point important, et c'est ça qui va motiver la mise en place de nouvelles recommandations HAS, c'est que, alors ce qu'ils appellent l'obésité massive dans l'article, je n'aime pas trop ce terme, on va dire l'obésité avec un IMC supérieur à 40, de grade 3, continue à augmenter de manière extrêmement importante, avec le 1,2%, maintenant on arrive à 2%. Alors effectivement, on n'est toujours pas dans le niveau des chiffres des États-Unis, mais on continue à avoir cette progression importante. Et on a cette progression importante aussi chez les adolescents. Obésité massive, c'est-à-dire... Oui, mais comme je vous disais, j'aime pas ce terme, c'est le terme qui est employé dans l'article, donc je l'ai laissé parce que je cite l'article, mais c'est l'obésité avec un IMC supérieur à 40. De grave. Le terme que je préfère. L'autre élément, c'est que ça touche toutes les classes d'âge, et évidemment, il y a une progression en fonction, plus on avance en âge, plus on a une proportion d'obésité qui est importante, mais vous voyez quand même que déjà entre 30 et 35, vous êtes entre 10 et 13% de prévalence de l'obésité. L'autre élément, vous en avez peut-être entendu parler parce que ça a pas mal défrayé dans la chronique, mais c'est aussi une question pour nous dans la construction des prises en soin des personnes, c'est qu'il y a un gros variant socio-économique, avec ici les professions déclarées des répondants, et bien sûr les professions qui sont le moins payées ont plus d'obésité que les autres. Le dernier élément, j'aurais pu vous montrer 20 000 études sur ce sujet-là, je vous cite toujours cette étude-là, comme ça elle est suivie, c'est la prévalence des complications. Et ce tableau-là, il a le mérite d'être assez clair. Vous voyez le diabète, ici, 6% quand vous êtes pas en surpoids, et vous montez à 31% quand vous avez un IMC supérieur à 40. Vous prenez l'hypertension, le cholestérol, 30% quand vous êtes supérieur à 40, les maladies cardiovasculaires, etc. Vous avez quelques-unes qui restent un petit peu stables, mais grosso modo, vous avez une augmentation des comorbidités proportionnelle, enfin
proportionnellement linéaire par rapport à l'INC, avec quand même un effet seuil autour de 40 qui semble marquer un élément de point. Vous remarquerez d'ailleurs, entre parenthèses, que 40, c'est le moment où on arrête de poser des questions sur la chirurgie bariatrique, sur le sémaglutide obésité, entre parenthèses Wegovy, pour ceux qui en auraient entendu parler, j'en dirai un mot à la fin, puisque c'est cité dans la recommandation HS. Donc tous ces éléments-là font que ça motive une prise en charge, et celle-là, cette présentation que j'aime bien, pour vous montrer que ce n'est pas qu'un problème français, vous avez à gauche les Finlandais, à droite les Anglais, pour vous dire que, bon, il peut y avoir quelques petites modifications, mais on parle quand même de la même chose. C'est qu'une personne en situation d'obésité par rapport à une personne qui n'a pas d'obésité, c'est une personne qui va développer une deuxième ou une troisième, ici, comorbidité, 10, 15 ans, 20 ans avant les personnes qui n'ont pas d'obésité. Et donc ça, c'est un élément important parce que derrière, ça va être lié à des questions de vieillissement précoce, bon, évidemment de surmortalité, mais de vieillissement précoce qu'il va falloir accompagner pour amener des gens à bien vivre en santé et à pouvoir s'épanouir le plus longtemps possible dans leur situation. Et ça va conditionner les recommandations HAS, puisque ce ne sont pas que des recommandations pour dire bon, il y a des gens qui ont du poids, il faut les faire maigrir. C'est une recommandation qui vont dire il y a des gens qui ont du poids, il y a une question sur comment est-ce qu'on accompagne les gens dans une éventuelle perte de poids, mais aussi, et peut-être j'ai envie de dire surtout, ils arrivent avec un certain nombre de risques de comorbidité ou de comorbidité. Comment est-ce que je les accompagne pour qu'ils aient une prise en charge qui soit satisfaisante, et comment est-ce que je les accompagne pour qu'ils puissent conserver leur autonomie et puis réduire leur mortalité comme le reste de la population. J'aime bien mettre cette diapo-là parce qu'elle va aussi conditionner le mode de réflexion des recommandations HAS. Pourquoi est-ce que les gens consultent? Pourquoi est-ce que je monte un programme de santé publique lié sur l'obésité? Sous-entendu aussi, si j'ai une personne qui m'est adressée et qui me dit « Moi, le poids, excusez-moi, mais c'est pas mon problème. Moi, j'ai une dame qui m'a été adressée pour quelque chose et qui m'a dit « Moi, je me suis là maintenant de venir, mais moi, je suis belle comme ça, et je suis très bien comme ça. » Et donc là, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il est possible de faire quelque chose? Est-ce qu'il est pertinent de faire quelque chose? Ça, c'est des questions qui sont intéressées, qui peuvent être posées comme question aussi dans ces recommandations HAS, c'est-à-dire pas nécessairement faire perdre du poids, mais prendre en charge des complications et puis l'orienter sur une dynamique de vie. Cette dame, elle voulait pouvoir avoir des enfants, donc derrière, il faudra l'accompagner pour que dans le gynéco, et tout le long de son parcours de gynéco, elle puisse être reçue en dignité, en sécurité, etc. Et l'autre élément, c'est sur le parcours de soins. On va mettre le médecin traitant en numéro 1. On mettra toujours le médecin traitant en numéro 1. C'est lui la personne référente dans les projets. De toute façon, avec 40% de la population qui a au moins un surpoids, on ne peut pas les faire rentrer dans les centres de niveau 3 de type CHU, ça c'est physiquement impossible. Et puis on va faire rentrer tous les autres professionnels qui vont soit être des professionnels qui vont venir nous accompagner sur le traitement de complications, ou alors qui vont nous adresser des patients pour nous dire écoutez, cette personne-là, avant, ne consultez pas, mais moi j'ai vraiment besoin qu'elle perde du poids. Alors là, parfois, je reviens à la question précédente, c'est que si ce n'était pas un problème pour elle, comment est-ce que vous les accompagnez? Mais ça, c'est un peu des questions aussi que pose la chaise. Alors, on arrive un petit peu à deux tableaux qui sont un petit peu indigestes en premier abord, mais qui vont être centraux. Ça reprend des choses qu'on avait déjà définies avant, mais qui sont un petit peu plus claires, qui sont de dire qu'on va différencier le niveau de prise en charge qui est proposé à la population en trois niveaux. 1, 2, 3. Le niveau 1, grosso modo, c'est les médecins traitants, vu qu'on est dans une école de diététique, la diététicienne de ville ou le diététicien de ville, le psychologue de ville, notamment sur les propositions de remboursement, je ne sais plus comment s'appelle le programme exactement, etc., la médecine du travail, toutes les actions de prévention qui vont être ici. Là, en niveau 2, vous allez être sur les médecins plus spécialisés. Bon, les deux premiers ordres, ça va être le médecin endocrinologue nutritionniste, qui peut être d'ailleurs nutritionniste sans être endocrinologue, et le médecin chirurgien, notamment le médecin chirurgien de l'obésité. En parallèle, vous allez avoir toutes les équipes qui sont centrées autour de ces personnes-là qui doivent construire un réseau de soins. Ce réseau de soins, il peut être en ville ou il peut être à l'hôpital. Et notamment, il y a une grosse volonté de structuration des soins en ville. Pour l'instant, c'est beaucoup de volonté, parce que structurer en ville, c'est extrêmement compliqué. Il n'y a rien qu'à voir tous les débats qui ont eu là sur les manifestations de médecins, etc. On parle de structuration en ville. C'est exactement, on voit toutes les difficultés, tout ce que ça fait ressurgir. Donc ça, tous les professionnels qui sont autour, ils
vont rentrer dans cette catégorie de soins numéro 2. Et enfin, le numéro 3, ils vont se centrer sur deux entités, mais qui finalement se superposent assez souvent. C'est le centre hospitalier universitaire ou le centre spécialisé de l'obésité, ou CSO, avec toutes les entités qui sont attenantes et qui sont organisées autour de ce centre spécialisé de l'obésité ou de ce CHU. Avec cela, ne pas oublier le centre spécialisé, le centre soins de suite d'adaptation spécialisé, mais en fait, il est attenant au CSO, donc pour moi, c'est à peu près la même chose. Les centres spécialisés de l'obésité, il y en a un petit peu partout en France. C'était un petit peu c'était le maillon un petit peu central de la construction territoriale de la prise en charge de l'obésité en France. Et donc, bon, à Paris, bien sûr, il y a trop de CHU et trop de PU, en fait. Hein. Donc, du coup, ils ont été obligés d'en mettre 4. Voilà. Mais sinon, normalement, vous en avez un par région. D'accord ? Vous en avez un par région. Donc là, nous, on avait le Languedoc-Roussillon, donc on a rebaptisé Occitanie-Est. PACA, c'est quand même une région très peuplée, donc vous avez Marseille et vous avez Nice. Ici, vous avez Toulouse. Bordeaux, là, ici, celui-là, je ne sais plus lequel c'est. Mais grosso modo, vous en avez un par région et souvent un par CHU. D'accord ? Et puis, ils ont fait un gros effort pour les monter dans les dom-toms, pour assurer un suivi dans les dom-toms. Deuxième tableau indigeste, mais qui finalement, le cœur de la recommandation, c'est les trois diapos que je vais vous montrer suivantes. Je reviens sur mon niveau 1. Mon niveau 1, on a dit soins de ville, médecin traitant en coordination. À chaque fois, on va revenir sur ce niveau 1. Le but, c'est de revenir au niveau 1 quand on était 2, au niveau 2 quand on était niveau 3. Le but, c'est pas de rester 3 à l'état éternel. L'idée, c'est de prendre en charge des, on va dire, des obésités simplexes, des obésités de grade 1, d'accord? Donc vous voyez qu'il reste entre 30 et 35, il reste sur des obésités de grade 1, et qui ont des comorbidités, soit ici pas de comorbidité, ou ici qui ont des comorbidités, mais qui restent maîtrisées, d'accord? Présence d'altérations cardio-métaboliques, hépatiques et respiratoires, ou autres complications, gérées de façon satisfaisante. J'ai un diabète avec une hémoglobine glycée qui est contrôlée, je n'ai pas fait 3 infarctus dans la foulée, etc. Je rentre dans mon grade 1B. Okay. Et deuxième particularité, c'est que vous avez des informations ici, 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 et qu'il suffit que vous cochiez une case pour rentrer dans le niveau au-dessus. D'accord? Je m'explique avec le niveau 2. Il suffit que vous ayez un de critères ici, un critère ici, ou un critère ici, ou un critère ici, ou ici, pour que vous rentriez dans le niveau 2. D'accord? Donc, ce qu'ils disent, IMC supérieur à 35, adressez-les à un médecin spécialisé sur la nutrition, sur l'endocrinologie, ou à un chirurgien d'obésité. Le chirurgien d'obésité, de toute façon, lui, il s'inscrit dans un parcours de chirurgie bariatrique qui, lui, est très bien écrit par ailleurs, et qui fera l'objet de la partie 2. Ils mettent cette limite à 50, ils partent du principe que quand on va passer au niveau 50 d'IMC, il va falloir quand même se poser des questions, premièrement, d'étiologie de l'obésité, on verra avec le 3, et 2, il y a un certain nombre de complications qui vont demander à ce qu'on s'y intéresse et devenir un petit peu spécialisé. Et donc là, vous voyez, je vous reparlais de mes altérations cardio-métaboliques avec mon diabète de type 2, et bien ils ont mis diabète de type 2 difficile à contrôler, d'accord? Ou une hypertension artérielle résistante. Après 3 traitements, toujours une hypertension artérielle. Vous avez une obésité qui va altérer une maladie chronique, qui va mettre en jeu potentiellement un pronostic. Vous avez par exemple quelqu'un qui n'a pas un IMC très important, mais qui a une hypertension intracrânienne, avec potentiellement une atteinte maculaire. Et bien, typiquement, ça peut être une question pour aller poser une prise en charge un petit peu plus avancée, parce qu'il commence à y avoir une altération importante sur une autre pathologie. Il pose la question de l'infertilité, parce que notamment la question de l'obésité et de l'infertilité est une question pour les femmes. Et ce qui dit un petit peu sous-jacent, c'est aussi ne les laissez pas traîner pendant 2-3 ans à galérer à avoir des enfants avec toute la souffrance qu'il peut y avoir derrière. Amenez-les sur un parcours de soins où elles seront accompagnées. Et le syndrome ovaire polycystique, mais c'est en fait qui parle un petit peu de la même chose aussi. La qualité de vie, ça c'est un truc un petit peu générique pour dire quand vous avez quelqu'un qui est très altéré en termes de qualité de vie, allez-y, mettez-les en niveau 2. Il faut y aller un petit peu plus fort, il faut proposer des choses un petit peu plus avancées. Ils mettent ici les pathologies psychiatriques et psychologiques sous-jacentes. Je vais appuyer sur un point, c'est que on a une stat qu'on a en cours de publication dans le service qui dit dans toutes les personnes qu'on accompagne pour la chirurgie bariatrique, alors nous certes on est niveau 3, mais bon, on draine quand même beaucoup de monde et notamment du monde qui pourrait être en niveau 2.
on est un CHU. Dans toute notre population, chez les femmes, si on prend les femmes, qui représentent 70% grosso modo de la population qui consulte chez nous pour chirurgie bariatrique, bon, quel que soit leur âge, on en a 45% qui ont des histoires d'accouchement ou de violence ou de viol carrément dans leur passé. Ce qu'ils disent de manière sous-jacente, c'est que les gens arrivent avec leur passé, et parfois leur passé peut être aussi la cause, l'élément qui a soit déclenché, soit accompagné, soit aggravé l'obésité. D'accord ? Hier, j'ai reçu une dame, je ne comprenais pas très bien son sang, etc., jusqu'à ce qu'on arrive au Rwanda et à la mort de ses 16 frères et sœurs. Bon, très bien, ok, d'accord, on comprend tout de suite qu'on va un petit peu moins bien quand même d'un point de vue psychologique. Et ça, c'est des choses qui disent, quand vous sentez que ça arrive, ne restez pas tout seul dans votre cabinet, faites-vous accompagner, rentrez dans une équipe. Si vous avez quelqu'un qui a une schizophrénie, si vous avez quelqu'un qui a des épisodes dépressifs majeurs avec de la clozapine, de l'olanzapine, c'est des médicaments qui font grossir. Restez pas tout seul face à un problème comme ça. Il faut que vous puissiez avoir une référence pour discuter avec le psychiatre, pour discuter d'autres pathologies. S'il y a un problème de chirurgie bariatrique, bref, qui rentre dedans, etc. Enfin, et qu'on discute ces choses-là. Les troubles de l'humeur, ok. Les traumatismes psychiques, bon, on en a parlé aussi. Puis on parle aussi un petit peu de tout ce qui est harcèlement, etc. Les douleurs chroniques, fibromyalgie, douleurs ostéo-articulaires invalidantes, ça va un petit peu avec là ici. Et les médicaments obésogènes, je vous ai parlé de la partie notamment neuroleptique, et puis la clozapine, l'olanzapine, etc. Les accès boulimiques épisodiques, on rentre dans la catégorie trouble du comportement alimentaire. Ça veut dire aussi ne restez pas seul médecin généraliste avec un trouble du comportement alimentaire envahissant, qui est souvent d'ailleurs associé à une grande souffrance psychologique qui peut être cachée par la personne. Mais faites-vous accompagner sur ces choses-là, allez-y, consultez. Enfin, allez, donnez la main à quelqu'un qui a un peu plus d'habitude. Parce que, premièrement, il y a des réseaux de soins, d'accompagnement qui sont formés. Alors le problème, c'est que moi je suis un peu biaisé, c'est qu'on est dans un centre de référence. Donc c'est sûr, j'ai l'impression que c'est du luxe pour nous, de travailler comme ça. Mais il y a aussi par exemple des nouveaux traitements qui sont en train d'émerger. Donc la question, c'est que potentiellement ils peuvent rentrer dans ces logiques-là. Mais ça, c'est des questions qu'il ne faut pas poser comme ça à l'emporte-pièce au détour d'une consultation, qui, je vous rappelle, une consultation de médecin généraliste, c'est 15 minutes en moyenne. Donc il faut avoir le temps de faire les choses, et ce n'est pas un reproche de la part des médecins généralistes. Moi, je trouve que c'est un métier impossible entre le nombre de questions qui sont posées. C'est plus 15 minutes, c'est ça? 15 minutes, c'est quand même la théorie et la pratique. Oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est pas vrai. Oui, bon, enfin, c'est une moyenne, c'est ça? C'est une moyenne. Oui, voilà. Je sais que vous prenez plus de temps pour les gens qui demandent. Hein, ça me permet de dire un chiffre comme ça. Les deuxième élément, les obésités qui apparaissent dès l'enfance. Alors attention, les obésités qui apparaissent dès l'enfance, là l'idée c'est d'avoir un critère d'alerte et de poser la question de savoir, premièrement, est-ce qu'il n'y a pas une cause à cette obésité qui peut être traitée, et deuxièmement, est-ce qu'on n'est pas devant une obésité génétique. En fait, bref, il faut sortir le carnet de santé. Donc ça, c'est des questions qu'il faut poser et qu'il faut essayer de sortir là, ici, et notamment là, c'est bien d'avoir un petit œil de spécialiste pour regarder la question. Les rebonds pondérales, les échecs de chirurgie, les rebonds pondérales, les échecs de chirurgie sont déjà niveau 3. Les grossesses après chirurgie bariatrique, ils disent consulter un nutritionniste, mais ça d'ailleurs c'est une recommandation à part, une recommandation sur grossesse post-chirurgie bariatrique qui dit suivi. Et puis quand le médecin généraliste a dit, écoutez, moi ça fait 10 ans que je le suis, j'y arrive pas, est-ce que tu as d'autres idées Est-ce qu'il y a des questions sur ce niveau 2? Dans le petit mot, il rajoute toujours aussi ici, attention, ces soins-là doivent être coordonnés avec le médecin traitant. Et je rajouterai un autre élément, c'est que par exemple, nous, on a un apprentissage de l'obésité qui dit on doit s'intéresser aux complications, mais il y a tout un tas de prises en charge qu'il faut laisser au médecin généraliste parce qu'il faut qu'il garde la main sur le suivi chronique, suivi continu du patient. C'est lui qui a la vision globale du dossier. Et souvent, il a un relationnel avec le patient que vous n'avez pas puisqu'il arrive pour la première fois chez vous. Enfin, le niveau 3A et le niveau 3B, donc je rappelle, c'est CHU et CSO, ce vont être les obésités supérieures à 50 d'IMC. D'accord? On va considérer qu'il y a un problème. Il y a un élément qui est assez intéressant, c'est l'échec de chirurgie bariatrique. Alors, l'échec de chirurgie bariatrique, il est défini, alors à chaque fois j'oublie la définition exacte, mais bref, c'est les rebonds de chirurgie post-chirurgie bariatrique, où ça peut être des complications de chirurgie bariatrique, des reflux gastro-œsophagiens extrêmement invalidants, des dumpings précoces ou tardifs extrêmement invalidants,
donc ça, ils disent, faites voir par un spécialiste. Faites voir par un spécialiste, par quelqu'un qui a l'habitude. Dans le CHU, il y aura un prof de chirurgie bariatrique et il va avoir un petit peu un meilleur œil sur le montage chirurgical, etc. Allez-y, demandez un avis. Ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'après l'avis, il ne peut pas redescendre en niveau 2. Hein. Ça veut dire simplement que là, il faut qu'il y ait eu un adressage. Bref, le niveau 2 n'a pas suffi, on est passé au niveau 3. Ça, c'était un petit peu comme la partie précédente. Et ça, c'est un petit peu pareil que le niveau 2. Autre élément, si vous êtes devant des indications de chirurgie bariatrique pour lesquelles vous posez la question sur les âges pédiatriques, enfin, inférieurs à 18 ans, là c'est obligatoire. Âge supérieur à 65 ans, ça ne veut pas nécessairement dire que vous ne pouvez pas le faire, parce que heureusement qu'on n'a pas toutes les personnes qui ont plus de 65 ans, mais ça veut dire qu'il va falloir qu'à un moment donné, vous fassiez appel au CSO. Et donc ça, c'est même coordonné, et nous, à Montpellier, ça marche plutôt pas mal. Il y a une commission régionale, et de toute façon, si vous ne pouvez pas passer par la commission régionale, la Sécu ne vous rembourse pas. Donc au moins, le problème est réglé. Mais c'est juste une commission, hein. Vous faites un dossier, puis voilà, après derrière, puis on en discute. S'il y a un problème, je vous appelle, c'est moi qui gère le truc. Et puis après, on vous dit oui ou non, puis on peut repasser en commission si jamais il y a une volonté de repasser. L'hyperphagie boulimique, ça va un petit peu avec la partie précédente. L'aggravation de l'obésité d'une maladie chronique, alors notamment les BPCO extrêmement importantes, les maladies neuromusculaires. Si vous avez quelqu'un qui a une sclérose en plaques, c'est marrant, c'est dans des trucs genre sclérose en plaques, etc. Vous avez quelqu'un qui commence à perdre de l'autonomie, qui est en obésité, vous lui dites, voyons, à faire du sport, etc. Et puis il vous dit, vous êtes gentil. Voilà, donc ça, c'est des vrais problèmes. Les maladies inflammatoires, alors là, c'est pas, vous faites du sport, c'est oui, vous êtes un docteur, vous êtes gentil, mais moi, chaque fois que je bouge, j'ai mal. Donc ça, c'est pareil, se mettre en lien avec des médecins spécialisés dans les questions inflammatoires, donc on va discuter avec les rhumatos, avec les médecins internistes, etc. Ça rentre dans cette question de lieu de discussion. Et ça peut être encore une fois que pour un avis. Le ralentissement terminal des pathologies chroniques, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, les insuffisances hépatiques, les insuffisances rénales dialysées. Alors, la gestion des obésités dans la dialyse, c'est extrêmement important parce que le problème, c'est que, je l'ai mis un petit peu derrière, le fait d'être en obésité, ça vous ralentit la prescription sur liste et la greffe. Mais en même temps, le fait de maigrir en dialyse, ça augmente votre mortalité. Bon, donc du coup, pour faire la point entre les deux, c'est quand même bien aussi que tout le monde soit d'accord et qu'on puisse discuter, et que si on se rend compte qu'on fasse une bêtise, qu'on puisse tous discuter pour dire qu'on arrête de faire la bêtise. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est que la définition de la bêtise là-dedans? C'est toujours compliqué. Donc là, par exemple, aussi, pareil, on peut les faire passer en commission. Les impacts sur la mobilité et la périmètre de marche inférieur à 100. Donc là, c'est souvent déterminé comme ce qu'on appelle l'obésité sarcopénique, c'est-à-dire les gens qui ont une obésité et qui ont une carence musculaire importante, qui va commencer à limiter leur déplacement. Bon, dans la région, c'est souvent le patient de Perpignan qu'on cite dans ces cas-là. Celui qu'on avait sorti par le mur, qu'on avait détruit, qui était passé au JT de 20 heures, etc. Donc là, effectivement, c'est sûr que vous ne pouvez pas le faire sans un environnement de soins qui soit complètement adapté, à la fois en termes de gestion de temps qu'on y a passé, à la fois en termes de gestion du matériel qui est évolué. Après, le truc, c'est que le patient personnel, tout le monde le cite, parce que du coup, il est passé au JT de 20 heures, mais dans l'absolu, derrière, on en a eu 3 ou 4, et des murs tombés, on en a fait tomber un l'année suivante. D'accord ? Donc, c'est des choses qui peuvent arriver, qui arrivent. C'est des gens qui sont dans des détresses sociales pas possibles, et qui, accessoirement, ont des comorbidités et un risque de mortalité à court terme extrêmement élevé. Lui, c'est vraiment l'histoire qui se passe extrêmement bien, on l'a revu en consultation, il marche, etc. C'est vraiment incroyable. Alors, il n'est pas tiré d'affaire, hein, mais il a vraiment un bénéfice en termes de qualité de vie. La dame qu'on a prise l'année suivante, malheureusement, elle est décédée. Donc, c'est des gens qui ont un risque de mortalité qui est extrêmement important, avec une clinique. Vous savez, on dit souvent qu'il faut faire la clinique en médecine. Mais bon, le problème, c'est qu'en clinique, quand vous n'êtes pas habitué à voir cette clinique-là, vous êtes perdu. Donc, du coup, les médecins prennent des décisions qui sont biaisées parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils ont dans le viseur de l'œil. Et typiquement, par exemple, le grand truc, c'est l'insuffisance rénale. C'est à quel moment vous donnez le remplissage. Est-ce qu'il est un peu trop rempli en eau? Est-ce qu'il n'est pas assez rempli en eau? Et donc, comment est-ce qu'on manage ça? Ça, pour un médecin, c'est infernal parce que d'habitude, c'est simple. Enfin, c'est simple. Ceux qui s'occupent de ça vont me tuer, mais disons que c'est quelque chose pour lequel on est formé. D'accord? On est formé à ça. Et donc là, typiquement, c'est comment est-ce qu'on agit vis-à-vis de ce genre de situation et comment est-ce qu'on les accompagne avec un risque de mortalité extrêmement important.
La qualité de vie fortement dégradée, ça c'est un petit peu le feeling par rapport au truc précédent, c'est quand vous sentez vraiment que ça vous échappe complètement. Les pathologies psychiatriques sévères, bon, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, et les troubles cognitifs avec notamment les démences, etc. Et là, c'est toujours la question sur la démence en ce moment-là, c'est aussi de savoir à quel moment est-ce qu'il faut aussi respecter les gens et les laisser tranquilles. Mais ça, c'est un problème dans l'obésité, c'est un problème partout. Donc, à la limite, c'est la même chose. Et vous voyez ici qu'on avait parlé avant de est-ce que l'obésité elle était pédiatrique. Là, ici, on pose la question de est-ce que l'obésité elle est monogénique, c'est-à-dire que on a fait le carnet de santé, on a dit aïe aïe aïe, il y a un truc là, il faut explorer. On a posé la question, il y a eu une exploration, il y a quelque chose qui a été rendu. Là, dans ces cas-là, si vous avez un gène qui sort avec un syndrome notamment derrière, il faut surtout laisser la main à un centre spécialisé parce que honnêtement, les prises en charge sont très complexes. Et puis en l'occurrence, pour le coup, il faut que les gens puissent rentrer dans les protocoles de soins s'il y en a un qui émerge. Et actuellement, il y en a quelques-uns qui émergent, donc c'est assez intéressant pour les gens qui sont concernés. Pour vous donner par exemple 2-3 idées d'expertise, ça c'est une voie de signalisation du signal de faim. Je pense qu'on vous a beaucoup fait travailler, on fait beaucoup travailler sur la faim en diététique. Bah, typiquement, si vous avez une atteinte du centre de la faim, vous pouvez leur dire d'écouter leur assiette, de manger des plats, etc. Derrière, ils vont vous dire c'est la folie, c'est une grande souffrance du coup derrière, parce que vous avez une envie irrépressible de manger. Donc il y a tout un tas de mutations qu'il peut faire, et typiquement il y a un médicament qui est sorti spécifiquement sur la voie MC4R, et il y a une commission nationale pour participer au médicament. Le médicament qui a des effets secondaires en plus derrière, donc il faut aussi poser pour et contre, et il faut accompagner les gens. Et donc ça typiquement, il faut que ça soit fait dans un centre spécialisé. Mais ça veut dire qu'il faut faire le diagnostic. Et donc vous voyez là typiquement on a des petits ABAC avec des signes cliniques qui doivent être toujours corrélés au carnet de santé. Alors le problème c'est que quand les gens ils ont 35 ans, le carnet de santé, souvent ils n'ont plus. Mais ça peut être des moments pour poser des questions. Dans un centre comme Paris, mais attention, c'est Paris, c'est la PHP, donc ils réunissent pas mal de monde, c'est 1 à 6% de leur obésité, ça dépend de leur série. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est que ça fait du monde. Mais encore une fois, attention, il y a un petit peu, c'est qu'ils publient dans un très bon journal, mais ils sont une très grande équipe. Donc c'est normal qu'ils aient plus d'obésité génétique que les autres. Et puis, ce que je vous disais sur la greffe rénale, vous voyez, il y a une question qui nous est posée très fréquemment. Temps d'atteinte, c'est l'accumulation des gens sur liste avec un IMC entre 35 et 40 et un IMC supérieur à 40. Donc aux États-Unis, vous avez le même stade partout. Et en fait, l'idée, c'est que certes, il y a une augmentation de l'obésité supérieure à 40 aux États-Unis. Donc ça, c'est 35 et ça, c'est 40. Mais vous avez aussi une accumulation des gens qui ne sont pas greffés. Du coup, ils restent sur liste, ils s'accumulent sur liste. Et le 40, s'il ne s'accumule pas, c'est que il meurt. Voilà. Donc ça, c'est un problème. Et donc, typiquement, c'est des questions qu'il faut poser avec une discussion collégiale pour savoir un petit peu où est-ce qu'on va. Le deuxième point, et c'est un petit peu pour compléter, c'est que chirurgie bariatrique, attention, il y a toujours parfois une volonté de mettre ça dans les grands centres spécialisés, etc. Je me fais opérer dans les grands centres, etc. En France, il y a 50 000 opérations de chirurgie par an, chirurgie bariatrique. Donc, il ne faut surtout pas que ça soit fait tout dans un CHU. Il faut qu'il y ait une répartition des différents centres. Par contre, ce qui veut dire aussi, c'est qu'il y a de la place dans les centres qui commencent à en faire pour faire un certain volume. C'est-à-dire qu'en chirurgie, on dit qu'il faut quand même faire un certain nombre d'opérations. Vous avez des débats là actuellement sur les maternités. Il faut faire un certain nombre d'opérations pour être sécure dans la prise en charge chirurgicale. Et donc, du coup, derrière la chaise, ça va dire aussi, vu qu'on en a 50 000 par an, vous êtes tenu d'en faire un certain nombre pour garder la main. Voilà. Ensuite, dans cette recommandation, elle va appuyer sur les recommandations du CSO pour dire qu'il faut qu'il y ait une égalité des chances, donc à la fois en termes de prise en charge, c'est vraiment le lieu de la gradation, mais il faut aussi qu'il y ait une égalité de la prise en charge en dignité. Je revenais sur madame qui s'est assise dans mon bureau, elle a une assise par la 40, elle me dit, moi mon poids il est comme ça, j'adore ça, je trouve ça beau, et je veux continuer, enfin je n'ai pas envie d'être pris en charge. Par contre, elle voulait des enfants, donc derrière elle aura une maternité, et il faut que dans sa maternité, elle soit prise en charge, elle soit sur tout le long de sa grossesse, de manière 1, sécure, et 2, en dignité, et qu'elle soit reçue convenablement. Et vous entendez peut-être très souvent parler de grossophobie et gynécologie, c'est quand même un sujet qui tourne de manière régulière. Donc ça, c'est une question importante. Dans un lieu d'adaptation, donc je vous fais part de quelques, par exemple, réflexions qu'on a eues, nous, au CHU de Montpellier. Il faut qu'il y ait des lits adaptés, des fauteuils adaptés, des matériels de consultation tensiomètre, matériel de gynécologie,
matériel d'échographie ou de radiologie, la table d'examen ou le bloc opératoire. Alors vous voyez que adapter un service de nutrition, bon, ça se fait, adapter un service de nutrition. Mais sauf que la dame, elle va avoir une grossesse, elle va accoucher, donc il lui faut aussi une table de gynéco. Il faut un spéculum particulier parfois pour les très grandes obésités. Donc si vous êtes niveau 3, il faut que vous puissiez prendre en charge des gens qui ont des IMC supérieurs à 50, 60. Et donc il faut que vous ayez la qui aille avec. Il faut la table d'accouchement qui vous permet de le faire. Il vous faut un bloc opératoire à chaque fois qui soit correspondant. Si ça coûte trop cher, il faut le déterminer. Mais dans ces cas-là, il faut aussi déterminer qui c'est qui se déplace. Parce que ça, il faut l'avoir dit à l'avance. Parce que si vous dites à 3h du matin au mec qui est à l'autre bout de l'hôpital, qui est en train de faire une greffe hépatique, il faut venir faire pour faire une appendicite, mais dans l'autre bloc, parce que c'est l'autre bloc qui est adapté, et qu'il faut qu'il prenne sa manuelle, ça, il faut l'avoir dit avant. Au moins, ça permet d'éviter les insultes au téléphone à 3h du matin. Les équipes formées, le vocabulaire de respect, dont j'en parle, la grossophobie, donc ça, c'est un élément important. Et avec le vocabulaire de respect, peut-être que vous avez des conférences là-dessus, mais on peut faire des conférences entières là-dessus. Nous, typiquement, on avait un parcours, c'était un parcours poids et grossesse. Et ben, on a commencé à réfléchir, on a mis nutrition et grossesse. On enlève le mot poids. Après, il y a des mots un peu plus évidents qu'on enlève, mais il faut avoir cette réflexion-là, et il faut que les équipes elles aient cette réflexion-là. Il ne faut pas que dans les couloirs, ils disent ouais, c'est bon, je l'ai mis là-bas, c'est le truc pour les gros. Voilà. Dans les couloirs, les gens les entendent. Quoi. Donc, ça, c'est pareil. Tout le monde est formé, il faut que tout le monde soit formé à recevoir des gens comme ça. Ça veut dire aussi qu'il faut que le CSO passe dans les différents services pour expliquer des trucs sur les attouchements sexuels, etc. Avant, pour dire ça existe. En général, cette phrase-là, elle calme bien. Sur les 40%, ça permet d'adoucir un petit peu tous les discours. Le temps d'écoute, prendre le temps de faire les choses. Le temps d'écoute, mais aussi le temps d'examen. Ça prend toujours plus de temps. Tout prend plus de temps si vous avez une personne en perte d'autonomie. Et donc, du coup, il faut que vous soyez en capacité, dans un centre qui soit rémunéré pour le faire. L'absence de recommandations incantatoires, typiquement, qu'on arrête aussi dans ces services-là de dire attention, madame, je ne vous opérerai pas votre prothèse sur le genou tant que vous n'aurez pas perdu 30 kg. Voilà. Donc, ça, c'est aussi ce genre de discours qui est réfléchi, qui est discuté, et sur lequel on va dire on va avoir une discussion collégiale pour savoir comment est-ce qu'on fait les choses. Et enfin, des équipes d'expertise, ça revient un petit peu à ce que je vous disais, c'est-à-dire que certes, il faut avoir tout un matériel adapté, mais il faut aussi, si vous avez un geste technique, et notamment un geste d'échographie, il faut qu'il y ait une équipe qui soit formée à faire ces échographies-là pour faire. Par exemple, en gynéco, il y a une personne qui sait les faire et qui connaît ses limites, c'est-à-dire qui sait à quel moment est-ce qu'elle n'arrivera pas à avoir un diagnostic, avoir une échographie de qualité, en disant là, je suis allé au bout de ce que je savais faire, et qui sait le dire, interpréter du coup les examens, et puis le diagnostic d'expertise, un petit peu ce que je vous disais, quand on a dépassé les questions cliniques qu'on avait l'habitude de partager, comment est-ce qu'on se construit. C'est ce que je vous disais sur notre corps pomponial et sur la partie... Attention, hein, 10% quand même chez les hommes, c'est beaucoup plus en population générale. Mais notamment, c'est aussi pour des grandes obésités, des gens qui vivent avec des obésités supérieures à 50. Chez les hommes, c'est très très fréquent, hein, les obésités, les histoires d'attouchement. On l'a tout mis, hein, attouchement, viol, etc. Mais voilà. Alors, on revenait d'ailleurs, vous aviez une conférence sur le sport. Il y a une stat que je trouve assez intéressante. Elle est où? Il y a un endroit Stopping Sport. Voilà. Alors, c'est des gens, on leur a demandé qu'est-ce que vous considérez comme étant un traumatisme. Et il y en a 23% des hommes qui consultent pour une chirurgie bariatrique chez nous qui ont dit moi, le fait d'avoir arrêté le sport, ça a été un traumatisme. Alors, sur une blessure, sur. Je pensais être footballeur professionnel ou rugbyman top 14 et jouer contre les Anglais à Twickenham. En fait, non. Parce que je ne suis pas assez fort. Voilà, c'est comme ça. Moi non plus, je n'ai pas fait les Jeux Olympiques, donc ça me fait ni chaud ni froid. Mais en même temps, si j'avais choisi médecine, peut-être que j'aurais fait la même chose. Donc il faut savoir se mettre au niveau des gens, et les gens, ils disent que ça a été une souffrance. Donc ça, c'est assez intéressant, notamment sur l'image qu'on avait de soi-même, et le fait que cette image soit cassée, ça, je trouve ça assez intéressant. À la fin de ça, vous avez, je vous montre juste le début, vous avez du coup des petites propositions de qu'est-ce qui est attendu de vous en fonction des différents niveaux de prise en charge. Je ne vous fais pas une litanie parce que c'est un petit peu imbuvable, mais du coup, c'est pas mal parce que ça permet de savoir un petit peu qu'est-ce que la recommandation HAS attendait de moi. Voilà, ça c'est pas mal de le voir. Bon, alors, il y en a 4 pages, hein, donc je vous conseille plutôt d'aller voir la reco que de voir juste le début. Et puis, la fin de la recommandation parle de différents éléments qu'elle va énoncer. Je vous en citerai quelques-uns simplement. Les modifications thérapeutiques du mode de vie. Et elle dit notamment, attention quand même, on parle beaucoup de recommandations sur l'obésité, il y a une grosse pression sociale. N'oublions pas quand même que chez un certain nombre de personnes, et à pour commencer les personnes qui sont plus âgées, notamment 70 ans ou plus, l'IMC où on meurt le moins bouge
vers l'obésité. D'accord? Donc, typiquement, vous avez quelqu'un de 70 ans qui a un FNMC à 28 et qui vous dit je perds du poids. Moi, je lui réponds, excusez-moi, malheureusement, je n'ai pas d'éléments pour me dire qu'il faut que je réponde à votre demande. Donc après, on discute, hein, etc. Enfin, je dis ça, je ne sais pas à quel moment je le dis, mais c'est une question qui, pour moi, est intrinsèque. C'est-à-dire, à 28 IMC, 72 ans, la recommandation pour perdre du poids, il faut qu'il y ait une autre question derrière. La deuxième chose, c'est que il ne faut pas faire de régime restrictif si on veut maintenir les régimes dans le temps, si on veut maintenir les modifications thérapeutiques du mode de vie dans le temps, il ne faut pas faire de régime restrictif. On le répète encore une fois, on le met sur la HAF pour encore dire qu'on l'a bien dit. On dit régime méditerranéen, je pense que c'est la phrase suivante, je ne l'ai pas vu, mais bon, bref, beaucoup d'huile d'olive, etc. Il faut avoir des discours, il faut casser les images très restrictives, que ce soit à la fois sur, bon, ça c'est grave hein, quand même, mais définition même du grave, hein, mais et en parallèle aussi tout ce qui est aliments pêchés, hein, d'accord, les chocobons, c'est pas bon. Si c'est pas que vous avez des petits-enfants, peut-être que c'est bien de prendre un chocobon avec eux. Enfin bref, voilà, c'est des choses qui, pas de régime trop restrictif et attention aux signaux qui sont donnés trop là-bas. Enfin, il parle d'activité physique. Alors, j'avais fait cette diapo à une époque, j'adore la remettre. C'est bien de dire qu'on va faire de l'activité physique, mais voici une salle d'activité physique, comment moi je les vois. Et surtout, il y en a une incroyable. Il y en a qui sont inscrits à la salle d'activité physique à côté de la gare, qui est en dessous du parking de la gare. Ouais. C'est dommage parce que j'ai beaucoup de respect pour eux. Ils ont des muscles, je ne savais même pas qu'ils existaient. Hein. Moi, je trouve ça incroyable. Moi, j'aurais du mal à rentrer dedans. Alors, j'imagine les gens qui ont une obésité, comment est-ce qu'ils rentreraient là-dedans? Donc ça, il faut avoir conscience quand même qu'une salle de sport, c'est quand même beaucoup ça, surtout quand il y a des grandes vitres. Ouais. On se regarde à tout bout de champ. Ouais, et on se compare. Voilà. Donc ça, c'est un problème. Mais en même temps, c'est quand même une réalité, c'est-à-dire qu'il y a une diminution de l'activité physique, et là, c'est simplement le nombre de pas par jour. J'aime bien cette diapo, elle était issue d'un rapport sénatorial. Le nombre de pas par jour, je crois que c'est en heures d'activité, par jour, à travers le temps en France. Ne me demandez pas comment ils ont fait cette stat-là, c'est pas expliqué, j'arrive pas à retrouver la référence, mais c'est dans un rapport sénatorial, alors c'est sérieux. J'ai essayé de chercher, j'ai perdu 2 heures, j'ai arrêté au bout d'un moment, j'ai mis Sénat et puis c'est suivi. Mais néanmoins, du coup, ces recommandations-là, bon, 150 à 300 minutes, je vous ai mis la recommandation. Et pour vous dire que même sur des obésités qui sont importantes en perte d'autonomie, il y a du matériel, il y a des centres, alors ils sont trop peu nombreux, mais ça existe, et il peut y avoir des motivations pour le faire. Le CHU Montpellier va en ouvrir un en septembre-octobre, et avec notamment, là vous voyez par exemple, le monsieur, bon, il n'a pas de droit à l'image, il est sur le site internet du centre du Château de Verne de Bondigou, donc j'imagine qu'il a donné son accord, mais c'est un super centre pour l'obésité qui est au nord de Toulouse. Il est dans une nasse, là ici, et où il va pouvoir marcher en étant soutenu, et donc du coup sans perdre, enfin c'est plus facile pour lui pour s'autonomiser. La place de l'éducation thérapeutique, pour laquelle je vous rappelle qu'il y a aussi une recommandation, bon, pour dire que l'éducation thérapeutique c'est central dans les personnes qui, pour la construction de programmes et l'équipe de soins sur l'obésité. La partie prise en charge psychique et comportementale, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est super d'avoir dit. Il dit notamment la pratique de la pleine conscience. Alors c'est vrai qu'on a de la chance à Montpellier d'avoir des programmes de recherche autour de la pleine conscience. C'est une des thérapeutiques qui sont orientées un petit peu méditation, etc., qui a montré son efficacité avec des preuves scientifiques qui sont assez sérieuses. Donc, du coup, ils l'ont carrément mis dans la recommandation HAS pour dire il faut pousser vers ce genre de choses. Alors attention, parce que là-dedans, il y a aussi beaucoup de charlatans, mais il y a aussi des choses sérieuses et il faut essayer de les sélectionner. Ça veut dire qu'il faut faire un travail de sélection, un travail de relationnel pour voir avec qui est-ce qu'on peut orienter les gens. C'est vrai que personnellement, moi, je reste à que quelques personnes que je maîtrise. Ça ne veut pas dire que les autres sont nuls. Ça veut dire que moi, ceux-là, je les maîtrise, ceux-là, je sais qu'ils sont bien, mais peut-être qu'il y en a d'autres qu'il faudrait que je découvre. Mais en tout cas, ça fait partie de la recommandation. Le problème, c'est que ce n'est pas remboursé. Hein, donc, voilà. Alors, l'évaluation psychologique, si maintenant, avec la nouvelle loi de prise en charge, ça a ses limites, mais moi, elle a le mérite d'exister. On l'a tellement demandé pendant longtemps. Et enfin, je finirai par la prise en charge médicamenteuse de l'obésité, donc j'espère
Qui n'a pas entendu parler de l'Ozempic ici? Bon, voilà, merci. Donc, l'Ozempic, le traitement dont on parle tout le temps, qui est le traitement dévoyé pour la question de l'obésité. L'Ozempic, moi je le connais surtout, enfin, je suis obligé de vous le donner sur le nom de sémaglutide, qui est son nom technique. Le sémaglutide est un traitement du diabète, et effectivement, dans les études, là ici, c'est la grande étude du New England, un des meilleurs journaux de médecine, qui montre l'efficacité sur le poids, ici en pourcentage de perte du poids, qui est exceptionnel. Et donc, du coup, effectivement, derrière, on a dit, bah, il faut essayer de voir si ça peut pas prendre. Alors, derrière, Elon Musk a pris du sémaglutide, donc, du coup, il perd 10 kilos grâce à sémaglutide, et il a gagné 10 milliards en parallèle. Il va peut-être gagner plus, d'ailleurs, en même temps. Et donc, du coup, tout le monde a commencé à prendre de l'Ozempic. Alors, le truc, c'est que l'Ozempic, il n'y a pas trop d'effets secondaires, donc effectivement, on est plutôt content. Il y a des effets secondaires qui nausée, vomissement, mais en termes, on n'est pas devant un truc pour lequel, comme le Mediator, on craint un scandale sanitaire dans 10 ans. C'est quelque chose qui est très bien connu en diabète. Donc, c'est vrai que là-dessus, mais par contre, rupture d'approvisionnement. Et puis, un autre élément qui est donné dans cette recommandation, qui est de dire que c'est un peu comme la chirurgie bariatrique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire une chirurgie bariatrique pour avoir soigné les gens. Donc, il ne suffit pas d'avoir prescrit la piqûre pour avoir maigrir. D'accord? Donc, les gens qui s'assoient qui disent docteur, je veux la piqûre, c'est un petit peu la même chose que docteur, je veux la chirurgie. D'accord? Donc, l'idée, c'est de dire qu'il y a moins d'effets secondaires que la chirurgie, c'est moins immédiat, enfin, c'est moins tout ou rien. Donc, effectivement, c'est plus facile à prescrire que la chirurgie, mais ça ne suffit pas nécessairement à accompagner les gens. Ça n'a pas enlevé leur passé quand ils ont eu des passés traumatiques, et donc du coup il faut l'intégrer dans un parcours de soins, et il le réserve au centre de repos de niveau 2 et 3, ce qui est actuellement pour le cas pour le sémaglutide à dose 2,4 mg par semaine, donc ce qui est donc plus que la dose pour le diabète, qui porte un nom commercial qui est Wegovy, qu'on cite, en général on ne cite pas les noms commerciaux, mais on le cite pour le différencier de l'Ozempic, qui est pris en charge par la sécurité sociale, qui a des critères de remboursement qui sont assez stricts que je vous ai mis ici pour information, IMC supérieur à 40 et une complication parmi celles-ci. Moi, ce qui m'embête, parce que dedans, typiquement, il n'y a pas la NASH, mais statose hépatique, alors que le GLP1 et NASH, il y aurait des éléments intéressants. Ça ne prend pas en compte les obésités génétiques, alors qu'il y a quelques éléments qui peuvent être intéressants sur les obésités génétiques. Les contre-indications, elles sont assez faibles, la grossesse principalement parce qu'il n'y a pas de données, d'accord. Et ça ne contre-indique pas grand-chose à côté, en tout cas pas la chirurgie bariatrique, donc ça peut parfaitement être fait soit après, soit avant une chirurgie bariatrique pour enclencher une perte de poids, par exemple. Mais tout ça pour dire qu'ils en parlent et ils disent que ça peut être fait. Dedans, ils citent aussi le liraglutide à dose d'obésité. Le liraglutide à dose d'obésité s'appelle le Saxenda. Ça coûte 350 à 450 euros par mois. C'est pas mal. Ça marche pas mal. Tout le monde dit que 350 euros par mois. Je vous rappelle que comme j'aime, c'est 400. Donc, en fait, au début, moi, j'arrivais pas à le proposer. J'ai mon patron un jour qui m'a dit, écoute, c'est pas à nous à décider quel est le budget des gens. Et à partir du moment où, comme j'aime, c'est 400, et voilà, on l'énonce. Et puis derrière, sur un projet, sur un machin, etc., ça peut se questionner. Et puis les gens, ils sont autonomes, on a toujours parlé de dignité, etc. Ils peuvent faire leur choix. Typiquement, j'ai une dame, c'était pour de la PMA, c'était un couple de même sexe, et ils m'ont dit carrément, écoutez, nous au départ, on était parti pour le faire en Israël, ça coûte 15 000 euros. Là, on part sur un an fois 400, ça fait environ 5 000, donc ça coûtera quand même moins cher. Donc voilà, donc, typiquement, couple de même sexe, qui voulait avoir un enfant, qui avait un projet, ça coûtait de l'argent, bon bref, ils avaient un budget. Et ben, ils ont pris le Saxenda, d'ailleurs ça marche pas mal. Et voilà. Donc ça, c'est des choix qui doivent se faire de manière indépendante. Et donc du coup, il les cite. À noter qu'il cite aussi sur les premiers médicaments, il y a d'autres protocoles qui sont en train d'être réfléchis sur les obésités génétiques. Et il y a d'autres traitements encore plus puissants que le sémaglutide à dose d'obésité qui sont en cours de préparation pour la France au mois de janvier prochain, à peu près, normalement, si tout va bien. Donc on n'a pas fini d'entendre parler des nouveaux traitements de l'obésité. Voilà. Mais typiquement, par exemple, vous parlez de structuration des soins, nous, ça commence à nous emboliser la consultation. C'est-à-dire que derrière, moi je suis complètement convaincu de ce truc-là. Je pense que c'est très bien de faire participer les gens, mais du coup on les suit, les gens, et on a un afflux de personnes très important, et derrière il faut le gérer en termes de patientèle. Je vous ai mis un petit lien. Bon, déjà je trouve que ce mec est très bien.
Et ensuite, il a fait un petit truc sur l'obésité. Lui-même est en obésité, je pense bien de grade 3, en tout cas pas 20. Et il a fait tout un truc sur la vision, sur la grossophobie, sur la vision de l'obésité dans l'histoire, et c'est notamment dans l'art, et c'est passionnant, comme d'habitude ce qu'il fait. Voilà. Comment il s'appelle? Nota Bene. Voilà. Son nom, c'est Benjamin. ouais. Ouais. Et il a un discours qui est très bien. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il a fait un discours où il a dit un truc qui aurait pu être mal interprété, qui a été mal interprété. Il a dit hop, je suis comme David Bourg là. Donc il est très très bien sur une très bonne compréhension et j'aime beaucoup ce mec. Il a fait ça et c'est très bien. Je trouvais ça bien. Après, c'est des questions. Non, il faut être endocrino ou nutritionniste pour le prescrire. Donc attention, un chirurgien digestif ne peut pas le prescrire. Il peut prescrire un chirurgien digestif, il peut prescrire le Saxenda, un médecin généraliste aussi, mais ils ne peuvent pas prescrire le Wegovy, ils ne peuvent même pas le renouveler le traitement. Donc il faut un endocrino-nutritionniste dont le sang qui est dans un centre qui a été validé par le laboratoire. Et c'est une dispensation en pharmacie hospitalière, donc il faut qu'il soit attenant à un centre hospitalier, privé ou public, ça c'est pas un problème, mais c'est une gestion par la pharmacie. Alors ça, à terme, c'est pas tenable, je pense, après je ne suis pas pharmacien, donc je ne vais pas non plus m'exprimer à leur place, mais à terme, ça me semble difficilement tenable que ce soit en distribution uniquement pour la pharmacie. Le truc, c'est que je ne suis pas sûr qu'ils le changent tout de suite, parce que c'est un traitement qui coûte quand même 400 € par mois, un petit peu pareil que Saxenda. Et du coup, derrière, le risque financier pour la sécurité sociale est majeur. Donc, si vous prenez tous les gens qui ont un INSS par la 40, prenez juste l'indication du INSS par la 40, c'est plusieurs milliards d'euros pour la France. Hein, voilà. Ça se développe quand même pas mal partout en France. Nous, on a 230 patients qui l'ont actuellement. On a des plus gros centres en France. Mais il y en a un peu partout. Il y en a à Béziers, à Sète, à Agde. Mais au centre hospitalier, il faut prendre en compte. Alors, on aurait une question du live. Donc, ça vient en fait de Sophie. Donc, en consultation diététique pour les personnes en léger surpoids, elle utilise des autres repères que le poids, donc sensation dans les vêtements, poids ressenti, santé cardiovasculaire, performance physique, pour ne pas résumer à ses patients ses kilos. Et donc, dans le cas d'une obésité, est-ce valable ou est-il vraiment indispensable de peser son patient pour le suivi? Alors, peser, c'est quand même... peser, normalement, oui, c'est partie des recommandations. Après, moi, je ne pèse pas toujours le patient en consultation, surtout quand on a parlé d'autre chose. Enfin, quand on a parlé de niveau psychologique, etc., on peut être amené à ne pas avoir fait de poids. Et puis, voilà. C'est quand même une recommandation quand même de peser. Pour le diététicien, effectivement, vu que vous avez parlé d'autre chose, parfois, c'est bien de ne pas avoir un coup près, kilo poids, etc. Par contre, je suis complètement d'accord avec elle. Alors déjà, pour le surpoids, et pour l'obésité, c'est aussi important. Typiquement, il y a une différence homme-femme. On fait souvent la différence entre l'obésité androïde et l'obésité génoïde. Les femmes vont prendre plus au niveau des hanches et de la poitrine, comme vous nommez. Typiquement, ce qui fait le risque cardiovasculaire, le risque de diabète, etc., c'est le tour de taille. Donc, typiquement, un homme va plus rapidement avoir un risque cardiovasculaire, etc., sur l'obésité à cause de son tour de taille, parce qu'il va avoir un stockage au niveau abdominal. Donc, la question de simplement résumer sur le poids, je suis complètement d'accord avec elle, il ne faut pas complètement résumer. La question de parler du tour de taille, et ce d'autant plus quand les gens sont adressés par d'autres professionnels. Je pense notamment à la greffe rénale. La greffe rénale, ce qui est montré, ce n'est pas l'IMC en fait, c'est le tour de taille qui pose problème. Quand vous poussez un petit peu dans les études, c'est le tour de taille qui pose problème. Quand les gens vous l'adressent, typiquement, moi, je comprends les chirurgiens digestifs, ils vous disent pour la hernie ombilicale, c'est quand même compliqué d'intervenir quand vous avez une tension au niveau du périmètre abdominal, au niveau du plastron abdominal qui est très important. Bon, là, typiquement, ce qui pose problème, c'est pas le poids, c'est le tour de taille. Les deux sont liés, mais pas complètement quand même non plus. Pour les soins d'apnée du sommeil, par exemple, vous avez une très grande différence chez les femmes entre avant la ménopause et après. Pourquoi? Parce que entre avant et après, vous avez une modification de la répartition des graisses. Tu vas partir des graisses de loge, au niveau des hanches, vers la graisse viscérale, comme ici, notamment au niveau trachéal. Donc, oui, complètement. Et ce qui permet aussi de poser la question sur
cas de l'activité physique, vous ne ferez pas maigrir au début. Vous ne bougerez pas un poil sur la balance, mais par contre, les gens me disent, me semble. J'adore quand la conversation commence avec docteur, j'ai pas perdu, par contre je ne comprends pas, etc. Toutes mes amies me disent que j'ai maigri, tout ça. J'ai une amie qui m'a dit, mon mari a recommencé à me regarder, tout ça. Bon, très bien, on parle de ça, c'est bien, super. Je dis, mais dans ces cas-là, pourquoi vous venez me voir en fait? C'est quoi votre objectif de venir? Pourquoi est-ce que vous venez? Je veux perdre des kilos. Non, attendez. Vous voulez perdre des kilos, pourquoi avec un kilos? Je me regarde dans le glace. Est-ce que vous n'avez pas vu que vous avez un peu minci? Ah bah, si, c'est ça qui vous intéresse du coup. Ou alors, bah non, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir jouer avec mes petits-enfants. Ah, donc c'est pas une histoire de poids, c'est une histoire de fonctionnalité. Et donc, on peut repartir sur des questions qui sont un petit peu plus de pourquoi est-ce que je me présente. Et typiquement, mon poids n'a pas été un problème, est-ce que ça doit être un problème pour le médecin? Ça parle un peu de ça aussi. C'est-à-dire, je joue avec mes petits-enfants, je joue avec mon machin, etc. La question, c'est pas des kilos sur une balance. C'est juste que la gravité, c'est plus simple que la mesure de la chronogramme. Pour venir en consulter, est-ce qu'il y a des critères particuliers? C'est-à-dire qu'une personne qui est en dessous de 35 ans d'obésité, est-ce qu'elle peut venir consulter au CHU? Alors moi, mon problème, c'est que ma consultation, là, actuellement, si vous passez par le secrétariat, vous êtes au 22 septembre. Donc le truc, c'est que typiquement au CHU, alors en plus avec le Wegovy, on est un peu débordé. Sachant en plus qu'on fait le diabète, qu'on fait aussi un peu d'hormonologie, on essaye de s'en remettre parce qu'on aime bien ça, on est endocrinologue quand même, donc on essaye de s'en garder un petit peu. Donc on ne fait pas que de l'obésité, et même pour ceux qui font que de l'obésité, du coup nécessairement ça prend du volume de consultation avec l'hospice, etc. Donc on a une hospitalisation de jour qui a pour but de faire voir par un diététicien, psychologue, un enseignant d'activité physique adaptée, nous et puis d'autres professionnels si ça se prête. Et l'idée derrière, c'est de dire, et c'est de faire un premier check-up, voir si on conserve le suivi ou si on réadresse à d'autres personnes, voir si on réadresse à la personne qui nous l'a adressé. Typiquement, ça peut être un confrère, généraliste ou nutritionniste endocrinologue, qui peut nous adresser pour une question particulière, on donne notre avis et puis derrière on redistribue le patient sur son trajectoire. Mais du coup, il faut téléphoner au secrétariat et voir. Globalement, on essaye de ne pas prendre les gens en dessous de 35 pour ne pas remboliser la consultation, nous, pour justement rentrer un petit peu dans le truc HAS, sauf quand il y a, encore une fois, une question clinique qui se pose derrière, importante. Voilà. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps, dans leur parcours médical, les médecins généralistes ils ont sur l'obésité? Dans leur formation? Oui. Bah, de temps en temps, ils passent dans le service. Mais pas tous. Avant, on a fait d'ailleurs des internes en médecine générale qui passaient beaucoup dans le service. Ça s'est pratiquement arrêté. Donc ça, moi, je pense que c'était bien. Pour le diabète, même ne serait-ce que pour le diabète. Il y avait un truc que je trouvais bien au début aussi, c'est que nous, on avait gardé, alors je sais qu'il y a des débats chez les médecins généralistes sur les FST, mais on avait gardé une accessibilité FST pour les médecins généralistes pour qu'ils deviennent nutritionnistes via la médecine générale. On est un des seuls centres à l'avoir fait en France. Ça a un peu capoté derrière. Bon, beaucoup de raisons à ça, mais j'aimais bien aussi cette idée-là, parce que moi j'ai une très très bonne collègue qui fait du trouble du comportement alimentaire plutôt sur le versant anorexique, aussi l'obésité, et qui est médecin généraliste de formation. Et d'ailleurs, mon collègue numéro 1 qui fait de l'obésité, il est médecin généraliste de formation au CHU. Donc voilà, donc ça, hein. Et ensuite, l'obésité, typiquement, nous actuellement, c'est en 3e année, c'est 2 heures de cours. Donc quand on nous demande d'aller voir le médecin traitant pour continuer à voir, est-ce que c'est nous qui devons les former en fait? Ah ben là, je vous pose la question en fait. Pas former. Est-ce que nous qui souffrons de ça depuis des années, opérés, peu importe, est-ce que nous, on doit les former à la maladie en fait? Le truc qui est quand même intéressant, c'est que avec les centres spécialisés de l'obésité, il y a quand même une dynamique qui est donnée de formation, de construction de réseaux de soins, qui fait qu'il y a un certain nombre de choses qui commencent à être proposées pour de la formation. En parallèle, il y a un certain nombre de médecins généralistes aussi qui veulent avoir une activité salariée en parallèle et qui se mettent dans des centres de rééducation, dans des... Bon, il y en a de plus en plus quand même. Et donc là-dessus, ça donne une accessibilité à la formation, et dans la formation, et je crois qu'il y a quand même pas mal de patients qui sont prévus aujourd'hui, vous avez toute votre place. Voilà.
vous avez toute votre place parce que je pense qu'on a progressé parce que vous étiez là aussi. Donc, non, mais je le pense très sincèrement et moi je vais dire un autre truc hein, sur l'obésité, c'est pas que pour l'obésité, hein, c'est que attention, il ne faut pas prendre que le début de la phrase, ce que je veux dire. Le VIH, ça fait beaucoup de bien. Le fait qu'on ait eu une maladie grave qui ait touché sociologiquement des populations insérées de haut niveau, qui ont une compréhension, une réflexion sur les choses, etc., importante, et qu'il y ait autant d'associations qui soient montées, etc., eh ben, ils ont fait changer quand même les choses là-dessus, et il y a eu un vrai changement dans l'approche du relationnel, où ils ont dit c'est plus possible. C'est plus possible. C'est plus possible, et donc du coup, il faut que vous changiez votre discours, etc. Et soit en passant, enfin, moi je trouve que c'est hallucinant. Typiquement, quand on a parlé de la variole du singe au cours de l'hiver, ils ont eu une capacité d'organisation et de réponse qui était phénoménale. Donc aujourd'hui, les patients, ils ont leur place. Ils ont leur place. Le problème, c'est que sur l'obésité, on est en face, c'est un peu pareil pour le diabète, de beaucoup de précarité. Donc effectivement, c'est pas comme le VIH, ou même si le VIH, il y a beaucoup de précarité aussi hein, sur les nouveaux diagnostics, mais il y a beaucoup de précarité, mais par contre, c'est quand même, il y a un réseau de soins de patients qui s'est formé. Je sais que plusieurs ont fait des différents débuts de formation, qui fait que je trouve qu'il y a une compétence, et moi j'ai appris à votre contact aussi. Donc est-ce que c'est à vous de former? Oui, pas tout seul, mais c'est à vous de former aussi, ouais. Mais pas tout seul, dans le groupe, il faut qu'on participe tous. Quoi. Et nous, il faut qu'on continue à vous inviter aussi quand on fait des trucs. Ouais. On peut imaginer que les nouvelles recommandations vont jouer un rôle important en fait, dans la mise en place de programmes de formation pour les c'est un peu Ouais, nous, c'est surtout un gros levier pour structurer les offres de soins en territorialité. Enfin, j'essaie beaucoup de travailler là-dessus, mais ça prend un temps de folie. Il faut un peu travailler sur les moulins. Il y a plus de médecins, on en parle aussi. Ils ont beaucoup de mal. Mais néanmoins, il y a quand même je trouve quand même qu'il y a une bien meilleure structuration de l'offre en soins de suite de réadaptation, de médecine polyvalente, etc. J'ai quand même beaucoup de collègues qui s'accrochent à ces trucs-là, généralistes. Et ça peut être des leviers sur l'organisation. Ouais. Bah, la chirurgie bariatrique, les résultats de la chirurgie bariatrique, toutes les études sont performantes pour dire que ça marche en population. Voilà, ça marche en population. Ouais. Mmh. Ouais, alors là. Ouais. Et ouais. Et moi je suis un mauvais diététicien. Non, mais je le dis de manière très ouverte, hein, c'est-à-dire qu'on a aucune formation en médecin généraliste en nutrition, mais alors même en tant que nutritionniste, on a une très mauvaise formation en diététique. Et c'est très compliqué. Alors bon, déjà ils vous ont mis dedans. Hein. Non, c'était là. Voilà, là ils vous ont mis dedans. Déjà c'est la première chose. Bon voilà, déjà ils vous ont mis dedans. Après, nous c'est pas. Enfin, à un moment donné, après, on est content, hein, la Sécu elle paye derrière. Mais c'est pas pour rien qu'on fait une hospice de jour. Hein. L'évaluation. Oui, mais sur l'hospice de jour, si. Non, mais je sais bien, c'est pour ça qu'on a fait une hospice de jour. Parce que du coup, en fait, on avait aussi la même problème sur la dénutrition. J'avais besoin de suivre les gens qui étaient en post-hospice, etc., dénutris. Je voulais faire une consultation, je voulais mettre une collègue diététicienne, parce que je trouvais quand même qu'on ne faisait pas le même boulot et qu'on ne faisait pas la même chose.
Et résultat des courses, il n'était pas payé, le CFU me dit non. Et si j'arrive à machin, etc., bon, bref, j'arrive à monter mon prix de jour, et je dis, mais franchement, bravo, super, etc., on vous donne tout ce que vous voulez. Mais le prix de jour, ça coûte 600 € à la sécurité sociale. Au départ, je demandais juste une consultation à 23. Voilà, donc, enfin 23 plus la consultation de la diététicienne, donc parce que c'était des femmes, 25 €, quoi. Mais oui, c'est un vrai problème. Je vous embête un moment, on est un peu en retard. Oui. Donc, si vous voulez poser des questions, vous pouvez lui poser, on va prendre 10 minutes de pause, 5 à 10 minutes de pause. J'en pense rien. Non, j'en pense rien.